c'est des expériences assez dures à vivre. Donc, au bout d'un moment, votre peau, certes, elle est plus dure, mais à l'intérieur, vous êtes quand même très fragilisé par tout ça. Vraiment, très. Atypique et alors, un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette série audio, Brice Andlower part à la rencontre de parents pour raconter leur quotidien avec l'autisme. Tu vas t'asseoir là-bas. Tu poses la tablette. Tu donnes? Donne-moi la tablette. Merci. Merci. C'est fini. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Lucas. Tiens, tu peux avoir un bisou? Un vrai bisou. Merci. Et moi aussi. Tu l'as eu beaucoup ces soirs, hein? Moi, je m'appelle Ivona. Je travaille dans un hôtel comme attachée direction. Et je suis donc la maman de Lucas, qui a 6 ans. Et puis, et qui est autiste. Tu dis bonjour. Tu veux quoi? Tu veux là? Là quoi? Attends, un truc dans la bouche, attends. C'est quoi ça? C'est là? Tablette. Alors moi je m'appelle Valérian, j'ai 33 ans, le papa de Lucas, et je travaille dans l'ingénierie de la construction en tant qu'intérimaire. Alors la naissance, pour moi c'est plutôt bien passé, moi évidemment c'est pas moi qui ai fait le plus gros travail. Il a grandi plutôt normalement jusqu'à 8-9 mois. Et il a eu des premiers signes qui ne nous ont pas alertés plus que ça. Il avait des tocs où il se cognait la tête ou des choses comme ça. Et c'est seulement vers 2 ans, 2 ans et demi, qu'il était gardé avec une autre petite fille qui était beaucoup plus jeune et dont on voyait le développement beaucoup plus rapide. Et à partir de là, on a encaissé sur 2-3 mois peut-être, avant de se bouger, de se dire qu'il fallait faire quelque chose parce qu'on pouvait pas rester comme ça. Par exemple, je sais qu'à 18 mois, il pointait toujours pas, il a jamais pointé. Avec son doigt, pour pointer un objet qui passe ou montrer quelque chose. Et ça, en fait, le pointing, le non-pointing, pardon, c'est un des premiers symptômes de troubles du spectre autistique. Ça aurait dû nous alerter dès 1 an, 18 mois. Et donc même ça là-dessus, on a pris un petit peu de retard aussi. On a quand même réussi à s'en rendre compte avant qu'il ait 3 ans, avant qu'il rentre à l'école, mais c'est vrai qu'on aurait pu s'en rendre compte avant. Quand ça tombe, moi je me suis dit, on accepte, on commence à comprendre que notre vie déjà ne sera plus jamais comme avant. On se rend compte que ça va être un combat au quotidien, et au fur et à mesure qu'on nous oriente vers des choses, qu'on nous rajoute des choses dans notre quotidien, des rendez-vous chez la psychomotricienne, des rendez-vous chez l'orthophoniste, on est obligé de faire des accompagnements, des ajustements sur notre emploi du temps. On se dit que, bon, j'ai jamais été très carriériste, mais en tout cas que le travail passera jamais en premier avant tous les soins qu'il y a à côté, tout le reste. En fait, pour les parents, c'est très difficile de c'est dire que vraiment il y a un problème. C'est difficile d'accepter, c'est difficile de prononcer les mots, d'aller même chercher, et parce que vous avez toujours des espoirs comme quoi, voilà, en fait il est juste un tout petit peu à la bourre, en fait c'est pas grave, et en plus après vous avez des membres de la famille, des amis qui vous disent mais non, ne t'inquiète pas, chacun son rythme. C'est très très difficile de vraiment faire le choix et de pousser, parce qu'en France, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres pays, mais en France, il faut vraiment pousser pour avoir le diagnostic, parce que j'ai l'impression que même les médecins, ils ont du mal à prendre la responsabilité. Donc les gens, on est tous toujours très mal à l'aise. Yvonne a été plus terre à terre tout de suite. Et après, moi, je suis passé aussi par une période, au moment où elle avait accepté, et que, bon, voilà, les choses étaient comme ça, moi, je suis quand même passé par une période de déception,
entre guillemets, parce que c'était mon seul fils. Et puis, quand il est né, j'avais imaginé qu'il allait jouer au foot, qu'il allait faire ceci ou faire cela. Et en fait, tout s'écroule un petit peu. Donc, je suis passé aussi par une période de déception où il a fallu encaisser. Et on était en décalage là-dessus parce qu'elle était déjà elle était déjà dans le combat alors que j'étais encore au vestiaire, on va dire, enfin, pour continuer la métaphore. Et voilà, ça a été le premier décalage. Et puis après, il a fallu. Elle m'a un petit peu ressaisi, on va dire. Elle m'a secoué pour me remettre dans le bain. On compte beaucoup l'un sur l'autre, certes, mais il faut quand même être sincère et dire qu'il y a une période qui est très compliquée. Très compliquée. Ça a eu un énorme impact sur ma vie professionnelle. Et puis, mais après, c'est tellement évident de faire le choix de faire ce qu'il faut pour lui parce que tout le reste, c'est par défaut moins important. Avec beaucoup d'amour et le fait que ça soit votre enfant, ça se fait vraiment naturellement. Vraiment. Parce que Lucas, autant il est différent, autant ça reste un enfant magnifique. Ça reste un enfant qui nous aime différemment, mais tellement. En fait, vous enterrez l'enfant que vous avez imaginé et vous essayez de comprendre et de connaître l'enfant que vous avez en face de vous. Tout est juste différent. C'est pas mieux, c'est pas pire, mais comme c'est pas la norme, ça va être un peu plus compliqué pour nous, c'est tout. Il est très gentil, il est un peu dans sa bulle. Il est très direct, il n'a pas de filtre. C'est-à-dire que s'il veut quelque chose, il va le prendre. Si vous le gênez, il va vous pousser, il va vous sortir de la pièce. Il est pas bavard, malheureusement, parce qu'il est peu verbal. Une 50aine de mots de vocabulaire, je pense. Il est capable de dire tablette, Kinder, cheval, rhinocéros, des mots qui l'intéressent dans son univers. Lucas, pour moi, il est non-verbal parce que sa façon d'utiliser les mots qu'il connaît, c'est plutôt dans la répétition, c'est plutôt en demandant quelque chose, en sachant qu'il va utiliser un mot. Il se base très peu sur la communication verbale. Mais je pense que même avec le décalage, il vit tout ce que nous on vit. Il est juste fragile. Moi, j'ai une façon très simple de voir ça. Je m'imagine, moi, petite, aller vivre dans un pays où je ne parle pas du tout la langue. Dans un pays vraiment où la culture, la différence de culture, de comportement des gens, tout est étrange pour moi et c'est pas ma façon de fonctionner, c'est pas ma façon de m'exprimer et je ne comprends pas les gens autour de moi. Voilà, ça c'est mon fils. Et du coup, il essaye. Moi, je vois qu'il essaye même de parler pour nous faire plaisir parce qu'il sait que ça nous fait plaisir à nous, mais c'est pas sa façon à lui de concevoir une communication, un échange ou une demande. Pour lui, la communication verbale, c'est inutile, je dirais. T'as faim, Calou? T'as faim ou pas? Tiens. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Il est dépaysé. Peu importe si c'est des enfants qu'il voit tous les jours, il y a quand même un mur entre lui et les autres. Il est assez, je dirais, isolé parce qu'il n'arrive pas, il peut pas parler.
Donc c'est à partir de ce moment-là, c'est juste pas possible de créer des liens avec les enfants de son âge, avec les enfants à l'école. Il peut prendre un jouet, donner un jouet, faire des choses un peu simples comme ça, mais c'est jamais assez complexe pour qu'on puisse considérer ça comme un jeu, comme une relation, comme voilà, une amitié, comme voilà. On n'a pas d'objectif parce que c'est le meilleur moyen d'être déçu. Mais on prend chacun de ses progrès avec joie et avec le plus grand sourire. Et effectivement, on s'en rend pas nécessairement compte, mais récemment, son orthophoniste a refait un bilan qu'elle a comparé avec le premier bilan qu'elle avait fait il y a un peu plus de 2 ans. Et les progrès sont faramineux. Il a progressé dans tous les chapitres. Certains où il faisait 0 et il fait 5, 10 aujourd'hui. On continue à travailler, on sait que c'est un combat quotidien. Chaque progression qu'il fait, c'est une petite victoire. Aujourd'hui, il est scolarisé normalement, quasi normalement. Il fait même des grosses journées, c'est-à-dire que des fois, on le laisse à 8h avant l'école et il fait sa journée d'école et on va le chercher à 5h. Il a une AVS, donc une 18 heures par semaine. Et à côté de ça, sa journée, enfin son emploi du temps, pardon, s'articule avec un suivi en orthophonie, 2 fois par semaine. Un suivi avec une éducatrice spécialisée. Il a aussi des séances de psychomotricité pour l'aider à développer sa motricité fine. Il était assez sensible, il a progressé là-dessus, mais il était impossible de lui couper les cheveux par exemple. Aujourd'hui, maintenant c'est possible. Il supportait pas de toucher le sable ou l'herbe. Aujourd'hui, maintenant c'est possible aussi. Il marche pieds nus dans le sable, ça le dérange moins en tout cas. Il a vaincu cette peur-là. Et malgré ça, il n'est pas fatigué le soir. Puisqu'il dort pas. Il dort rarement avant 10h30, 11h. Ça demande des ajustements permanents. Donc on a la chance et la malchance entre guillemets qu'il menace et un emploi du temps décalé donc de par son travail. Donc on s'arrange à tour de rôle. Quand c'est le matin et qu'elle travaille du soir, elle emmène Lucas chez l'orthophoniste par exemple. Pour les restes de rendez-vous, on alterne. Moi avec mon employeur, je m'arrange et puis elle s'arrange avec son employeur. Tout le monde essaie vraiment d'être là pour nous au niveau des choses qui sont capables, avec lesquelles ils sont capables de nous aider. Peu importe si c'est la famille, c'est des amis. On n'a pas beaucoup de famille, donc on compte beaucoup sur nos collègues et sur nos amis. Mais c'est vrai que la gentillesse humaine, c'est quelque chose qui est primordial dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui. En fait, nous, on a un objectif. Et c'est ça qui nous tient... Moi, tous les deux, on aimerait bien qu'il soit bien, que lui, il soit content. Que lui il soit satisfait et que ça soit un enfant qui est vraiment heureux. Le reste, on va essayer, nous, de se battre au maximum pour lui faciliter la vie. Parfois, on fait un peu trop, surtout moi, j'assume. Mais vraiment, tous les jours, à la fin de la journée, s'il sourit et si je vois qu'il est calme, qu'il est apaisé, qu'il a passé une bonne journée, qu'il est bien. Qu'il est heureux. C'est ça. Pour nous, c'est vraiment le plus important. Nous, ce qu'on a à faire, finalement, c'est rien à côté de ce que lui, il fait tous les jours. Il se bat tous les jours, il fait au maximum et il fait avec. Et puis, voilà. Moi, je suis très fière de lui. Vraiment, très fière. Il commence à prendre vraiment beaucoup de retard. Là, cette année, il était censé rentrer en CP. C'était absolument impossible. Et pour tout vous dire, pour l'année prochaine, on ne sait pas encore comment ça va se passer.
Et malgré tout, ça lui fait quand même du bien d'aller à l'école, et on s'en rend compte. Il sait compter, il connaît les lettres de l'alphabet. Et même si sa maîtresse s'en rend pas nécessairement compte sur le moment, parce que il n'est pas dans l'apprentissage tel qu'on le connaît, mais il retient beaucoup de choses. Et il est capable de les utiliser a posteriori. Il y avait toute une période où il était plus petit, où le décalage n'était pas aussi impressionnant que ça. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à un point où même pour lui, c'est fatigant. Après, il faut quand même aussi être capable de reconnaître, au bout d'un moment, de lire votre enfant et voir et peut-être accepter ses limites. Parce que nous, dans l'idéal, ce qu'on aimerait bien, c'est que Lucas il suit un cursus scolaire normal jusqu'au bout. Parce qu'une fois que le décalage il est énorme, en fait, c'est du babysitting. En fait, il va passer la journée dans la classe, mais il va pas forcément apprendre. Ça nous aurait fait plaisir qu'il reste à l'école, mais là, il n'est pas question de nous, il est question de lui. Pour lui, il lui faut un apprentissage qui soit adapté à lui. Et au final, on se retrouve face au fait qu'il n'y a pas de place. Et il risque de se retrouver en CP, alors qu'au final, c'est plus ce qu'on veut, et on est conscient que c'est pas ce qui est nécessaire pour lui. On a envie de faire plein de choses, et on sait jamais, comme il n'est pas capable de nous dire si ça lui plaît ou pas à l'avance, c'est un peu la roulette russe. Et c'est vrai que ça peut jouer aussi beaucoup sur notre morale. On l'a emmené à Disneyland il y a quelques semaines, ça s'est super bien passé, il était très heureux, et on est rentré avec le sourire jusqu'aux oreilles, et on était les plus heureux du monde. Et par contre, il y a 2-3 semaines, on l'a emmené voir un spectacle de jazz pour les animaux, invité par la mairie. Et c'était trop bruyant. Donc en fait, on s'est déplacé là-bas, on s'est installé et tout. Et dès que ça a commencé, au bout de quelques secondes, c'était trop bruyant pour lui. Donc il s'est levé, il est allé se mettre à l'arrière de la salle. Il s'est mis à courir, et bon, on s'est dit, voilà, il a essayé, on a essayé, et voilà. On apprend à pas prendre ça pour des défaites, à proprement parler, mais c'est vrai que ça nous rend un peu triste de pas pouvoir planifier à l'avance. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qu'on aimerait faire avec lui, voyager. Enfin, on va voyager, mais on y réfléchit en tout cas un petit peu plus que s'il était neurotypique. Mais c'est vraiment marcher dans le noir. C'est parfois vous. Et en plus, ce qui est spécial et ce qui est assez difficile, c'est que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous n'êtes jamais sûr de votre choix. C'est où le moment où il faut qu'on aille ailleurs, c'est jusqu'à où on est censé insister pour qu'il reste dans une classe normale. C'est vraiment, il faut avoir beaucoup de confiance, je pense, en soi. Il faut vraiment beaucoup parler, parce que nous, chaque décision, on la mâche, mais vraiment, on parle. Mais après, quand vous faites des bons choix et quand vous voyez que c'est des choses qui apportent au niveau de son comportement et au niveau de tout ce que vous avez mis en place, quand vous voyez vraiment qu'il avance, ben c'est vraiment énorme. C'est compliqué de base pour les gens de se mettre à notre place, parce que on n'étale pas nécessairement notre quotidien jour par jour, etc. Tout ce qu'on vit. Mais moi personnellement, ça m'a fait énormément du bien de parler de ça. Même si vous n'êtes pas dans la mesure de comprendre, le fait que moi je le raconte et je le dis et je le sors de moi en forme des mots, ça m'aide. Parce que c'est vraiment des choses que vous êtes obligés de vivre pour sincèrement comprendre. Moi, il m'a changé énormément.
Il m'a changé dans le sens où vous, vous ressentez des choses que vous ne saviez même pas que vous étiez capable de ressentir en fait. C'est tout un palais des choses que je le souhaite à personne sincèrement parce que c'est assez dur. Mais après, ça fait de vous quelqu'un qui est capable de ressentir plus. Donc être plus dans l'empathie, d'être plus capable de comprendre les autres. En fait, moi je suis slave. Donc par défaut, j'étais assez sûre de moi. J'étais plutôt... je m'exprimais facilement. Je pensais que j'avais souvent raison. Et je le montrais. Je pense qu'il m'a rendu mieux. Je pense que je suis aujourd'hui une personne... je m'aime bien plus aujourd'hui que... voilà, je ne sais pas, je ne sais même pas comment vous expliquer. Je me sens une espèce de solidarité quand je vois des parents aussi qui ont des enfants avec des soucis, etc. J'ai l'impression qu'on a une solidarité, qu'on sait ce que vivent les autres et que ça m'a en tout cas augmenté ma sensibilité. Et effectivement, j'ai toujours eu l'empathie pour les gens qui étaient un peu plus faibles. Et là, aujourd'hui, je me rends compte que on n'est pas les seuls dans ce cas-là. Et voilà, je suis un peu perdu aussi. Est-ce que ça vous a fragilisé ou est-ce que ça vous a renforcé? Les deux. Vraiment, sincèrement, les deux. C'est... Tout ce qui touche à Lucas, en fait, oui. on est à fleur de peau. Donc on est prêt à s'énerver au moindre comportement qu'on juge inapproprié. Voilà. Oui, surtout... Oui, mais je pense que c'est pas Lucas. C'est Lucas et le monde et sa façon de réagir à Lucas. Parce que quand moi, par exemple, on peut passer une journée parfaite, on peut faire des choses, il est content, je suis contente, on partage, voilà. Et puis, on peut se retrouver au supermarché où je vais avoir quelqu'un qui va me faire une remarque parce qu'il n'est pas calme ou quelque chose comme ça. Ou voilà, j'ai eu un instant où on m'a dit qu'il était mal poli. Et donc, c'est les choses c'est des claques quand même. Et là, on vous donne un choix. Soit vous allez expliquer à la personne, rentrer dire certaines choses que vous n'avez pas forcément envie de dire aux gens que vous ne connaissez pas. C'est des expériences assez dures à vivre. Donc, au bout d'un moment, votre peau, certes, elle est plus dure, mais à l'intérieur, vous êtes quand même très fragilisé par tout ça. Vraiment, très. C'est vraiment on est un duo, on le sait, et enfin on est conscient que moi personnellement seul je sais pas si j'y serais arrivé, seul je sais pas si elle y serait arrivée non plus, et on est comme un trépied, on est trois, on est deux gros pieds et on supporte le poids sur nous, et voilà, on sait que ça sera jusqu'au bout, on sera tous les trois jusqu'au bout. Sincèrement, la seule personne aujourd'hui dans ma vie qui est capable de me comprendre quand je parle de mon fils, c'est son père. Et vice-versa, je suis sûre. Parce que parfois, on va se retrouver tous les deux dans des situations où les gens, même des membres de notre famille, on va avoir des conversations par rapport à Lucas, voilà. Et parfois, on se regarde et on s'est dit, franchement, c'est que lui et moi qui... Je veux dire, dans la vie, quand vous n'avez pas le choix, vous êtes capable de tout faire. Ça, c'est une évidence. Surtout une femme, si je peux me permettre. Une maman, c'est vraiment, avec tout le respect que je dois à tout le monde, une maman, moi, le jour où je me suis dit qu'il y avait un problème, j'ai pleuré peut-être, on va dire, 3-4 jours, toute la nuit, voilà. Et une fois que c'était sorti de mon système, je me suis assise, je me suis dit, on fait quoi? Tout ira bien, forcément. On sera tous les trois. Il progresse quand même significativement. Donc, tant qu'il est heureux, en fait, ça nous rend heureux, et voilà. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux familles qui ont des enfants autistes? Écoutez votre enfant, parce que c'est votre vie, c'est votre enfant,
Et j'aurais tellement aimé que quelqu'un me le dise à l'époque. Parce que tout ce que j'entendais, c'était « Ah, il pourra pas faire ci, il pourra pas faire ça. Ah, ben, il y a rien qui est adapté à lui. Ah, ben, comment vous allez faire pour travailler? Ah, ben, comment vous allez faire avec son école? Comment vous allez faire avec ça ?» En fait, c'est vraiment à vous. C'est votre vie, c'est juste une série de vos choix à vous. Donc, juste essayez d'adapter votre vie et votre personne à votre enfant. Le reste, mais on s'en fout. On va trouver des solutions. On va vraiment... Il y a des solutions. Voilà. Juste digérer et aimer et accepter votre enfant. C'est tout. Ils sont tous parfaits. Juste différents de nous. C'était le 5e épisode d'Atypique et alors. Merci pour vos écoutes et tous vos retours sur cette série audio. Ce podcast est produit par Marine Isambert, d'Originel, et réalisé par Brice Andlower. Un grand merci à Yvonna et Valérian pour leur témoignage. Pour continuer à encourager la prise de parole et le partage d'expériences autour de l'autisme de son enfant, nous avons mis en place des cafés-écoutes. Ce sont des cercles de parole que j'anime avec mon expérience d'éducatrice spécialisée et en binôme avec une psychologue. Vous retrouverez toutes les informations sur notre site originel.fr. Vous pouvez partager cet épisode autour de vous, nous suivre et communiquer avec nous sur les réseaux sociaux. À bientôt pour le prochain épisode.